Il y avait quelque chose d'étrange à tenir ce coffre en cèdre dans mes bras sur le perron de son ancienne maison, pendant que la serrure neuve brillait au soleil comme une accusation. Ils avaient changé le verrou avant même que les fleurs sur son cercueil aient eu le temps de se faner. Ma propre famille. Je m'appelle Camille Renard, j'ai 32 ans, et je savais des choses qu'il n'aurait jamais imaginé que je sache. 20 millions d'euros, placés dans une fiducie irrévocable à mon nom. Marcel avait tout préparé en silence, sans en parler à personne. Ni à mon père, ni à ma mère, ni à personne d'autre dans cette famille qui s'était ruée sur ses affaires à peine son dernier souffle passé. Et moi, j'avais gardé ce secret comme il m'avait appris à garder les choses importantes, sans faire de bruit, sans trahir la moindre émotion. Ce qui s'est passé 7 jours plus tard a tout changé, mais je vais y revenir. D'abord, il faut que vous compreniez qui était Marcel Renard. Il avait 22 ans quand il a posé les premières charpentes dans la vallée de la Sonne, avec un camion et des outils empruntés. À 25 ans, il avait sa première équipe. À 50 ans, Renard et Fils Construction avaient bâti la moitié des maisons neuves entre Dijon et Beaune. Il a vendu l'entreprise à 72 ans, mais il a gardé les terrains et le bureau, un petit bâtiment en parpaing sur la route départementale 974, avec son nom stencilé au-dessus de la porte de sa propre main. C'est là que j'ai grandi, dans ce bureau. Chaque été, à partir de 14 ans, j'étais assise au vieux bureau métallique du fond à équilibrer ses comptes. Factures de bois, bons de béton, notes griffonnées à la va-vite. L'odeur de sueur imprégnait tout, douce et chaude, exactement comme lui. Il m'a appris à lire un bilan comptable comme il m'apprenait à mesurer une planche, 2 fois, avec soin, parce que les erreurs coûtent de l'argent et que la confiance coûte encore plus cher. Quand le diagnostic de la maladie de Parkinson est arrivé, déjà à un stade avancé, c'est moi qui conduisais jusqu'à chez lui chaque matin. C'est moi qui l'aidais à manger. Je lui lisais le bien public à voix haute, les nouvelles locales, les faits divers, parfois même les petites annonces quand il n'y avait rien d'autre. Il fermait les yeux, et je ne savais jamais s'il écoutait ou s'il dormait déjà. Je réconciliais ses comptes sur la table de cuisine pendant qu'il somnolait dans son fauteuil. 3 ans. 3 ans à lui apporter de la soupe, à remplir ses déclarations fiscales, à regarder l'homme le plus solide que j'ai connu se rétrécir peu à peu. Mes parents étaient trop occupés, c'est ce qu'ils disaient. Ma mère, Sylvie, avait ses propres raisons de ne pas venir, mais à l'époque je ne les comprenais pas encore. Mon père, Alain, passait parfois le dimanche, restait planté dans l'encadrement de la porte comme quelqu'un qui rend visite à un inconnu. La veille de sa mort, Marcel a pris ma main et y a glissé sa montre de Bousset. Argent sterling, poli par des décennies de poche. Garde le temps pour moi, petite. Depuis ce jour, elle n'a pas quitté la poche intérieure de ma veste. Les funérailles se sont tenues à l'église Saint-Bénigne de Dijon. 200 personnes dans les travées. D'anciens charpentiers de ses équipes, des voisins, la femme de la quincaillerie qui lui vendait des clous depuis 40 ans. Moi, j'étais au 3e rang, pas au 1er. Sylvie avait organisé le placement. Elle se tenait devant tout le monde dans une robe noire et les perles de sa mère, recevant les condoléances comme si elle les avait méritées. Marcel aurait voulu qu'on reste fort, a-t-elle dit à Madame Lecomte, la voisine d'en face depuis 31 ans. Alain se tenait à côté d'elle, costume gris, visage gris, mains jointes. Il avait l'air d'un homme qui attend son verdict. Mon cousin Florian avait fait le trajet depuis Chalon-sur-Saône en voiture de location, costume neuf, cheveux fraîchement coupés. Il serrait les mains comme lors d'une visite de bien immobilier, ce qu'il était exactement. Personne ne m'a demandé de prendre la parole. 3 ans au chevet de Marcel, et personne n'a pensé à me tendre un micro. La réception s'est tenue dans la salle paroissiale. Mimosa, jus de pomme, et les gens qui répétaient qu'il est dans un monde meilleur. J'étais près de l'urne à café quand j'ai entendu Sylvie parler à Madame Lecomte, sans même baisser la voix. Marcel n'avait que pitié de toi, Camille. J'ai entendu chaque mot. Pas presque, pas à moitié. Chaque syllabe, nette, au-dessus du bourdonnement de la cafetière et des murmures de 200 personnes qui faisaient semblant que la mort, c'est gérable. Je n'ai pas bougé. J'ai glissé la main dans ma poche, j'ai serré la montre de gousset, jusqu'à ce que la couronne de remontage me laisse un cercle dans la paume. C'était tout ce que je pouvais faire.
Florian m'a trouvé près du porte-manteau 10 minutes plus tard. Il a posé la main sur mon épaule, comme si on était proches. Il a dit « Écoute cousine, la famille a des projets pour la maison. Tu devrais commencer à récupérer tes affaires dans la chambre de papy. Pas de questions. Juste un conseil, comme on annonce la fermeture d'un bureau. » 2 jours après l'enterrement, je suis allée à la maison de Marcel. Le verrou était neuf, du laiton encore brillant. Sylvie était sur le perron avec un carton posé à ses pieds. Elle a dit « J'ai mis ce qui t'appartient ». Elle souriait, ce sourire qu'on a quand on vous tend un procès-verbal. Dans le carton, quelques vêtements, 2 romans de poche, mes vieux cahiers de fac et le coffre en cèdre que Marcel m'avait fabriqué à mes 10 ans. Il avait raboté le bois lui-même dans son atelier, poncé jusqu'à ce que le grain devienne soyeux et gravé mes initiales sur le couvercle. À l'intérieur, j'avais gardé des crayons, de vieux bulletins scolaires, une photo de nous deux à la fête de la Saint-Jean. La voix de Sylvie était douce. Elle a dit que la maison faisait partie de la succession maintenant, qu'Alain et elle géraient tout, que c'est ce que Marcel aurait voulu. Derrière la porte moustiquaire, Alain se tenait avec une tasse de café. Sa main tremblait. Pas de chagrin, d'autre chose. Je ne savais pas encore quoi, mais je m'en souviendrai plus tard. Il ne me regardait pas. Madame Lecomte arrosait ses hortensias de l'autre côté de la rue. Elle s'est arrêtée. Elle a regardé. Elle n'a pas fait signe. Elle est restée là avec le tuyau qui coulait, et j'ai su qu'elle avait tout vu. J'ai dit qu'il me fallait le reste de mes affaires. Sylvie a penché la tête et répondu qu'il n'y avait pas de reste. J'ai chargé le carton dans ma Peugeot 208, le coffre en cèdre calé sous le bras, et j'ai roulé 40 minutes vers l'est sur la RD 974 jusqu'à mon appartement à Auxerre. Appartement 3B. 55 mètres carrés au-dessus d'une pressing. Le coffre en cèdre avait voyagé sur le siège passager. Une fois garé, j'ai regardé mon téléphone. Un appel manqué d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Pas de message. Je n'ai pas rappelé. Pas encore. Grand-père m'avait dit d'attendre. 6 mois avant sa mort, il m'avait appelé dans son atelier. Il était déjà en fauteuil roulant à l'époque, les mains recroquevillées, mais ses yeux n'avaient pas changé. Net, patient, attentif. Il a dit qu'il avait besoin que je l'écoute, qu'il ne fallait pas écrire, pas répéter. Puis il m'a parlé de la fiducie. Une fiducie irrévocable, constituée 15 ans plus tôt avec une avocate du nom d'Isabelle Vernet, à Lyon. 20 millions d'euros. Des placements, des obligations, le produit de la vente de Renard et Fils, des loyers sur des locaux commerciaux qu'il avait gardés discrètement pendant des décennies. Et le seul bénéficiaire, c'était moi. Je me souviens que ma bouche s'est asséchée d'un coup. 20 millions. L'homme qui portait la même chemise en flanelle 3 jours de suite avait construit 20 millions d'euros et n'en avait soufflé mot à personne. Il a dit que c'était toute sa vie, qu'il l'a donnée à la seule personne qu'il avait méritée. J'ai voulu protester. Il a levé une main tremblante. « Isabelle te contactera après ma mort », a-t-il dit. « Elle t'expliquera le reste. D'ici là, tu ne dis rien. Pas à Alain, pas à Sylvie, à personne. » Le reste, j'ai demandé. Il a regardé la montre de Gousset posée sur l'établi. « Tu comprendras quand ce sera le moment. » 2 jours après l'expulsion, assise sur mon lit, je fixais le coffre en cèdre. Je savais que la fiducie était là, intacte. Irrévocable voulait dire que personne n'y pouvait rien. Pas Sylvie, pas un juge de succession, personne. Mais le reste, je ne savais toujours pas ce que ça voulait dire. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé le numéro. Messagerie. Le cabinet d'Isabelle Vernet laissait un message. J'ai raccroché. Grand-père avait dit d'attendre qu'elle vienne à moi. Alors j'ai attendu. La montre de Gousset était posée sur ma table de nuit et elle continuait de tic-taquer dans le silence. Sylvie n'a pas perdu de temps. 3 jours après l'enterrement, elle a déposé une requête au tribunal judiciaire de Dijon. Elle prétendait que grand-père était mort sans testament valable, que s'il en existait un, il avait été perdu ou détruit. Elle a signé une déclaration sous serment affirmant qu'il n'existait à sa connaissance aucune fiducie ni aucun document successoral complémentaire. Alain a co-signé. Son écriture tremblait sur la page. Le A de son prénom s'effilochait vers le bas, comme s'il cherchait à fuir. Florian, lui, avait déjà commencé à travailler l'angle immobilier. Je l'ai découvert plus tard, en épluchant les pièces du dossier judiciaire. Il avait initié le transfert de 2 parcelles appartenant à grand-père des mois avant l'enterrement. Une parcelle de 2 hectares à Beaune, estimée à 280 000 euros. Un lot commercial rue de la Liberté à Dijon, évalué à 140 000 euros. Sur les 2 actes, grand-père figurait comme cédant et Sylvie comme bénéficiaire. Notarié par un certain Sébastien Prat.
C'est Madame Lecomte qui m'a appris l'existence de la requête en succession. Elle m'a appelé un jeudi soir, avec cette voix prudente qu'on prend quand on sait qu'on va déranger quelqu'un. Elle a dit qu'elle avait croisé ma mère au tribunal dans la journée, qu'elle avait déposé des documents et qu'elle pensait que je devais le savoir. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai posé mes 2 pommes à plat sur le bois. Mon instinct d'expert comptable comprenait exactement ce qui se passait. Chaque jour que Sylvie avançait, c'était un actif de plus qui glissait dans son nom. J'aurais pu appeler un avocat, j'aurais pu déposer une objection. Mes grands-pères avaient dit d'attendre Isabelle Vernet. 5 jours, j'ai tenu. 5 jours à regarder les aiguilles tourner en faisant confiance aux instructions d'un homme mort plutôt qu'à mes propres réflexes professionnels. C'est long, 5 jours, quand on sait ce qu'on sait. Le 6e jour, mon téléphone a sonné. Cette fois, quelqu'un était au bout du fil. Mais avant de te parler de cet appel, je dois revenir en arrière d'1 an. Grand-père était encore en vie. J'étais assise à sa table de cuisine, mon ordinateur ouvert devant moi, en train de réconcilier ses comptes mensuels comme je le faisais chaque mois depuis 3 ans. 2 lignes m'ont arrêté net. 12 000 € et 8 000 €. Toutes les deux libaient les frais de traitement mutuel complémentaire santé. Je les ai signalés. J'ai demandé à Sylvie ce que c'était. Elle se tenait au comptoir, versant du jus de pomme, comme si elle était chez elle depuis toujours. Elle n'a pas hésité une seconde. Des frais de remboursement de la mutuelle, elle a répondu. Le nouveau contrat complémentaire avait des charges administratives. Elle avait tout réglé avec le service de facturation. J'ai vérifié. Il y avait un code de contrat qui correspondait. La mise en page de la facture semblait correcte. En tête, numéro RPPS du prestataire, date de prestation. J'ai laissé tomber. 1 an plus tard, assise dans mon studio d'Auxerre, avec 3 ans de relevé financier de papy sur mon ordinateur, j'ai regardé à nouveau. Cette fois, j'ai trié par description et filtré sur le mot « traitement ». 17 lignes sur 18 mois. 12 000 € par-ci, 8 000 par-là, 6 500, 9 200. Les montants variaient juste assez pour paraître naturels. Le total s'élevait à 167 000 €. Personne ne paie des frais de traitement de mutuelle 17 fois. Personne. Sylvie ne m'avait pas menti une seule fois. Elle avait construit un système. J'ai ouvert les formulaires d'autorisation pour chaque ligne. Chacun portait la signature d'Alain. Net, assuré, sans la moindre hésitation. Rien à voir avec le tremblement que j'avais vu s'aggraver pendant 3 ans. La même main qui vacillait en tenant une tasse de café aux funérailles avait signé 6 chiffres de virement sans un seul faux mouvement. Mon téléphone a sonné, 17h40. J'ai décroché avant la 2e sonnerie. La voix d'Isabelle Vernet avait ce calme particulier qui vient de 30 ans à annoncer de mauvaises nouvelles dans des bureaux lambrissés. « Camille, je m'excuse pour le délai. Votre grand-père m'avait demandé d'attendre 7 jours après son décès avant de vous contacter. Il a préparé des documents. Nous devons nous voir en personne. » J'ai demandé si c'était à propos de la fiducie. « La fiducie n'est que le début, » elle a répondu. « Il y a autre chose. » Elle m'a donné une adresse à Lyon. 1 heure, demain matin, 10 heures. Je l'ai noté au dos d'un ticket de caisse parce qu'il fallait que mes mains fassent quelque chose. « Isabelle, » j'ai dit. Ma mère a déposé une requête en ouverture de succession. Elle prétend que papy est mort sans testament. Il y a eu une pause. Le genre de pause qui signifie que la personne en face savait déjà. « Nous en parlerons demain », elle a dit. « Apportez le coffre en cèdre. » J'ai posé le téléphone. La montre de Gousset tic-taquait sur ma table de nuit, régulière comme un cœur qui n'appartenait plus à personne de vivant. J'ai fait un sac. J'ai mis le coffre en cèdre sur le siège passager de ma Peugeot 208. Je me suis réveillée à 5 heures du matin. Lyon, c'était 2 heures vers l'est par l'autoroute 6. Traverser le massif du Morvan, longer les sorties pour Chalon-sur-Saône, là où Florian vendait des maisons à des gens qui lui faisaient confiance. Passer devant ces petites villes où on règle encore les différends avec une poignée de main et un document signé. Papy était un homme de documents. Des reçus pour chaque planche, des contrats pour chaque chantier. Il m'avait dit une fois, debout dans son atelier avec de la sueur sur les bottes, que les gens mentent, Camille, mais pas les chiffres. Je suis partie sans prévenir personne. 3 heures de route à ressasser chaque fois que j'avais tenu ces livres de comptes, chaque anomalie que j'avais repérée et laissée filer. Si vous avez déjà eu cette sensation, cette petite voix qui murmure que quelque chose cloche dans votre propre famille, restez avec moi. Parce que ce qu'Isabelle m'a montré ce matin-là, c'est que les chiffres ne mentent pas.
même quand les gens le font. Son bureau se trouvait au 2e étage d'un hôtel particulier reconverti, rue Mercière, à Lyon. Des étagères du sol au plafond, des fauteuils en cuir, une lampe en laiton sur le bureau qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Isabelle avait peut-être 65 ans, les cheveux argentés, tirés en arrière, des lunettes cerclées d'or. Ses mains bougeaient avec précision quand elle a ouvert le dossier. « Votre grand-père m'a engagé il y a 15 ans pour constituer et gérer sa fiducie irrévocable », elle a dit. Mais 2 ans avant sa mort, il m'a demandé quelque chose d'inhabituel. Il voulait que j'engage un expert comptable légiste. Il s'appelait Luc Deschamps. Elle a fait glisser son rapport sur le bureau. 47 pages, reliées avec des pièces annexes. Je l'ai ouvert, et la part de moi qui vit dans les colonnes de chiffres a pris le dessus. Mes yeux ont couru sur les tableaux avant même que mon cerveau les traite. Sylvie avait prélevé 342 000 € sur les comptes personnels de papy, répartis sur 28 mois, vers 3 comptes séparés. Un à son nom, un au nom d'Alain, un troisième au nom d'une société civile immobilière appelée SCI Renard Famille, avec Sylvie comme seule associée. Le mécanisme était d'une élégance qui me soulevait le cœur. Des noms de prestataires inventés, des formulaires fiscaux générés sur un ordinateur personnel dont les métadonnées pointaient vers l'ordinateur portable de Sylvie. Les 17 frais de traitement mutuel complémentaire santé, c'était juste l'entrée. Il y avait aussi des évaluations d'entretien immobilier, des honoraires de consultation en planification successorale et une ligne récurrente intitulée « Coordination de soins infirmiers spécialisés » qui aboutissait dans une boîte postale enregistrée au bureau immobilier de Florian. Isabelle a dit que papy ne pouvait pas l'arrêter. Au moment où Luc avait terminé l'audit, la maladie de Parkinson de Marcel avait assez progressé pour lui ôter la capacité de signer des documents ou de témoigner. Il ne pouvait plus se battre en justice. Elle s'est arrêtée une seconde, puis elle a ajouté doucement qu'il pouvait en revanche préparer quelqu'un qui le pourrait. Elle a fait glisser un 2e dossier sur le bureau, moins épais. 6 pages. Un en-tête de laboratoire que je ne reconnaissais pas. Isabelle a croisé les mains. Elle m'a expliqué que papy avait commandé ce test 18 mois plus tôt, un prélèvement buccal transmis à son médecin, comparé aux données médicales d'Alain, issues d'un bilan de routine. Elle m'a laissé lire. Le résumé tenait en 3 lignes. 3 lignes qui ont tout réarrangé. Alain Renard n'était pas l'enfant biologique de Marcel Renard. Probabilité de paternité, 0,01%. Isabelle a choisi ses mots avec soin. Ma grand-mère Geneviève était enceinte quand elle et Marcel s'étaient mariés. Marcel le savait. Geneviève lui avait tout avoué avant la cérémonie. Il l'avait épousée quand même et avait élevé Alain comme son propre fils. J'ai fixé le sceau du laboratoire sans vraiment voir la pièce autour de moi. Marcel n'en avait jamais voulu à Alain, a poursuivi Isabelle. Il aimait mon père. Mais 3 ans plus tôt, quand Sylvie avait commencé à déplacer l'argent, Marcel avait compris quelque chose qu'il avait refusé de regarder en face. Alain savait. Il savait depuis ses 18 ans. Geneviève le lui avait dit sur son lit de mort. Et Sylvie avait découvert ce secret au début de leur mariage. Elle s'en était servie. Comment ? J'ai demandé. Comme d'un levier. Chaque fois qu'Alain hésitait, chaque fois qu'il remettait en question un document qu'elle lui mettait devant les yeux, Sylvie lui rappelait qu'un seul coup de téléphone suffirait à révéler au monde que le fils unique de Marcel Renard n'était pas vraiment son fils. Alain signait tout ce qu'elle lui demandait, parce qu'il avait une peur panique de perdre la seule identité qu'il avait toujours connue. J'ai posé le dossier sur mes genoux. Mon père n'était pas le fils biologique de Marcel, mais Marcel l'avait choisi quand même. Choisi d'épouser Geneviève, choisi d'élever Alain, de lui donner son nom, son entreprise, 40 ans de patience tranquille. Et Alain avait récompensé ce choix en remettant les clés à une femme qui vidait la maison pendant que le vieux respirait encore. Isabelle a dit qu'il y avait autre chose dans le dossier. Elle m'a demandé si Marcel m'avait donné un coffre en cèdre. Elle a décrit quelque chose de fabriqué à la main, raboté à l'ancienne, à peu près de cette taille, et elle a écarté les mains à la largeur exacte du coffre posé sur le siège passager de ma voiture. J'ai hoché la tête. Elle m'a dit de vérifier le panneau du fond, qu'il y avait un double fond, que Marcel l'avait construit lui-même. J'ai repris la route vers Auxerre avec les dossiers sur le siège passager et le coffre en cèdre posé dessus. L'appartement était silencieux. La lumière de fin d'après-midi entrait par la fenêtre au-dessus de l'évier et faisait flotter les particules de poussière comme des flocons. J'ai posé le coffre sur mon lit. J'ai sorti les crayons, les anciens bulletins scolaires, la photo de la fête de la Saint-Jean.
Marcel et moi, en 2004, debout à côté d'une tomate primée qui n'était même pas la nôtre. Je me souviens qu'il était tellement fier quand même. J'ai passé les doigts sur le panneau du fond. Le cèdre était lisse, presque doux comme de la peau. Et là, j'ai trouvé la jointure. Une fissure fine comme un cheveu, le long du bord gauche, qui ne suivait pas le fil du bois. J'ai appuyé. Le panneau a bougé d'1 centimètre. L'odeur m'a frappée avant tout le reste. De la sciure. Pas rance, pas vieille. Une odeur d'atelier, comme si Marcel avait poncé quelque chose la veille et glissé les copeaux là-dedans pour amortir ce qu'il cachait. Il y avait 2 choses dans ce compartiment secret. Une enveloppe cachetée, papier épais couleur crème, le rabat fermé avec un cercle de cire rouge. Le genre de cire qu'il utilisait pour les lettres importantes, ce qui était rare, parce que Marcel n'était pas du genre solennel. Et une petite clé, en laiton, sans inscription. Le genre qui ouvre un coffre-fort bancaire. J'ai brisé le sceau. À l'intérieur, une seule feuille de papier. L'écriture carrée, appliquée, de Marcel. Crédit agricole, agence de Dijon Centre. Coffre numéro 1147. Utilisez la clé. 4 lignes. Pas un mot de plus. C'était Marcel tout entier, lui qui mesurait 2 fois et ne gaspillait jamais rien. J'ai levé la petite clé en laiton vers la lumière. Elle était tiède, comme si le coffre en cèdre l'avait gardée au chaud toutes ces années. Marcel avait passé sa vie à construire. Des maisons, une entreprise, une famille qui ne le méritait pas. Et même mort, il construisait encore. Une couche après l'autre. Sylvie, elle, n'avait pas ralenti d'1 seconde. Pendant que je faisais l'aller-retour à Lyon, elle avait déposé une requête au tribunal judiciaire de Dijon pour faire geler tous les actifs connus de la succession. La maison de Marcel, les 2 parcelles qu'elle avait déjà transférées à son nom et tous les comptes encore enregistrés sous Marcel Renard. Florian avait joint une déclaration sous serment à l'appui. En tant que professionnel de l'immobilier, titulaire d'une carte professionnelle et membre de la famille, il pouvait confirmer que les transferts reflétaient les souhaits exprimés par Marcel Renard. Professionnel, titulaire, membre de la famille. Il s'était trompé sur les 3 points à la fois. La convocation est arrivée chez moi par lettre recommandée avec accusé de réception un vendredi. 30 jours pour répondre, sinon je perdais tout droit de contester. J'ai appelé Isabelle. Ils accélèrent. Elle a répondu que c'était obligé. La fiducie irrévocable, dès que le tribunal la verrait, leur requête en ouverture de succession s'effondrerait. Ils cherchaient à tout liquider avant que quelqu'un regarde de près. Alors il fallait regarder avant eux. Isabelle m'a mise en contact avec Nathalie Bourgeois, avocate spécialisée en litiges successoraux à Dijon, habituée aux conflits de succession et aux abus de fiducie. Nathalie avait la 50aine, cheveux courts, lunettes sur une chaîne, le genre de femme qui gardait un bloc-notes légal à portée de main en permanence. On s'est retrouvés dans son cabinet le lundi suivant. J'avais tout apporté. Le rapport forensique de Luc Deschamps, les résultats ADN, le mot manuscrit de Marcel trouvé dans le coffre en cèdre et la clé que je n'avais pas encore utilisée. Nathalie a lu le rapport forensique en 20 minutes. Elle a posé ses lunettes. « Ce n'est pas un conflit familial », a-t-elle dit. C'est une exploitation financière d'un adulte vulnérable. C'est un crime. Nathalie a regardé la clé dans ma paume. Et ça ouvre quoi? Je ne sais pas encore. Elle a attrapé son téléphone. Alors on va le découvrir. J'ai demandé un congé à l'expert comptable où je travaillais. Ma responsable, Hélène, n'a pas posé de questions. Des affaires de famille, prends le temps qu'il te faut. Elle m'avait vu partir tôt pendant 3 ans pour aller chez Marcel. Elle comprenait sans que j'aie à expliquer. Nathalie a lancé des assignations pour obtenir les relevés bancaires. Caisse d'épargne de Bourgogne, les comptes personnels de Marcel, les comptes de Sylvie et la SCI Renard Famille. Les documents sont arrivés dans 2 grandes boîtes. Je les ai montés chez moi et étalés sur la table de cuisine comme une scène de crime, ce qui était exactement ce que c'était. J'ai trié par date, filtré par montant, croisé avec les factures du rapport de Luc Deschamps. Le schéma était manuel de structuration financière. Sylvie avait découpé ses virements en montant juste en dessous de 10 000 € pour éviter de déclencher les déclarations Tracfin. 8 900 € par-ci, 9 700 par-là. 14 transactions séparées sous le seuil sur un compte différent à chaque fois. Total détourné via les comptes personnels de Marcel, 342 000 €. Via la SCI Renard Famille, 78 000 €. Grand total, 420 000 €. Ce n'était pas de la négligence,
c'était de l'architecture. J'ai travaillé 6 jours d'affilée, du café à 2 heures du matin, des tableaux sur toutes les surfaces. J'ai retracé chaque euro de son origine à sa destination. Le compte de Marcel vers un faux prestataire. Le faux prestataire vers la holding de Sylvie. La holding vers son compte courant personnel. Une boucle fermée avec sa signature falsifiée sur chaque formulaire d'autorisation. Nathalie a appelé le 6e soir. « Tu peux retracer chaque euro jusqu'au dépôt final ?» « C'est déjà fait », j'ai répondu. « Alors il est temps d'utiliser cette clé. Crédit Agricole, agence de Dijon Centre. » J'y suis entrée un mardi matin avec la clé en laiton et mon permis de conduire. La caissière m'a accompagnée jusqu'à la chambre forte, coffre numéro 1147. La clé a glissé, sans résistance, sans bruit, sans drame. Dans le coffre, il y avait une grande enveloppe Kraft et, au fond du métal froid, une fine couche de sciure. De la sciure. Il l'avait mise là exprès. J'ai compris, avant même d'ouvrir l'enveloppe, que Marcel avait tout planifié jusqu'au dernier détail. L'enveloppe contenait 3 choses. Le document original de la fiducie irrévocable, notarié, signé par 3 témoins, daté de 15 ans plus tôt, à l'époque où Pépé pouvait encore manier un marteau. Une copie certifiée des résultats ADN avec la chaîne de conservation documentée. Et 4 pages d'écriture que j'aurais reconnues entre mille. Des majuscules carrées, l'écriture d'un homme qui avait passé sa vie à remplir des bons de commande. La lettre de Marcel. Je me suis installée dans le salon de consultation privée, j'ai fermé la porte et j'ai lu. Il écrivait sur Geneviève, sur le jour où elle lui avait dit qu'Alain n'était pas de lui, sur le fait qu'il l'avait épousée quand même parce qu'il avait déjà décidé quel genre d'homme il voulait être. Il écrivait. Je savais le jour de sa naissance. Geneviève me l'a dit avant le mariage. Je l'ai épousé quand même. J'ai élevé Alain comme mon fils. Pas parce que je le devais, parce que je l'ai choisi. Il écrivait sur Sylvie, sur la façon dont il l'avait regardée séduire son fils. Puis démantelait méthodiquement, pendant des années, les protections financières qu'il avait mises des décennies à construire. Sur le diagnostic de la maladie de Parkinson, qui lui avait volé la capacité de se battre. Elle me prend depuis des années. J'aurais peut-être pu l'arrêter plus tôt, mais j'avais peur. Peur que si j'affrontais Alain, il soit obligé de choisir entre sa femme et son père. Alors, j'ai choisi pour lui. J'ai choisi de protéger ma petite fille à la place. Et puis cette phrase, celle que je porte encore. Le sang ne fait pas la famille. Ce que tu fais quand personne ne regarde, c'est ça qu'il a fait. Son instruction finale était simple. Utilise tout ce qui est dans ce coffre pour protéger ce que j'ai construit. Pas pour me venger, pour la vérité. J'ai replié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe. Au fond du coffre-fort bancaire, les copeaux de sciure captaient la lumière des néons. Ils sentaient son atelier, chaque été de mon enfance. Je suis restée dans cette pièce pendant 40 minutes. Puis je suis rentrée chez moi et je me suis mise au travail. Les transferts de propriété étaient des documents publics. Le portail en ligne du greffe du tribunal judiciaire de Dijon. Gratuit, accessible à n'importe qui. J'ai sorti les actes des 2 parcelles. Le terrain de 5 hectares à Beaune et le lot commercial rue de la Liberté. Les 2 portaient le nom de Marcel Renard comme cédant, Sylvie Renard comme bénéficiaire. Les dates de transfert remontaient à 4 mois avant la mort de Papy. Authentifié par Sébastien Prat, huissier de justice, numéro de commission 7 843 291. J'ai cherché Sébastien Prat. Il travaillait à l'agence immobilière Bertrand, à Chalon-sur-Saône, le cabinet de Florian, son employé. Les dossiers médicaux de Marcel, obtenus par Isabelle via l'autorité légale de la fiducie, étaient sans ambiguïté. À la date des transferts, le diagnostic de la maladie de Parkinson avait évolué au point où il ne pouvait plus tenir un stylo de façon fiable. Les notes du neurologue ce mois-là étaient précises. Le patient présente un tremblement de repos significatif dans les 2 mains. Les tâches motrices fines, y compris l'écriture, ne sont plus réalisables de manière autonome. Les signatures sur les actes de transfert, elles, étaient nettes, fluides. Aucun tremblement, pas la main d'un homme en phase avancée de la maladie. Nathalie a mandaté une experte en documents forensiques, la docteure Valérie Morin, certifiée par le Conseil national des experts en documents forensiques. Son rapport a pris 2 semaines. Ses conclusions tenaient en une phrase. Les signatures contestées sont incompatibles avec les spécimens connus de l'écriture de Marcel Renard pour la période correspondante. Les schémas de tremblement présents dans les échantillons authentifiés
sont totalement absents des documents contestés. Les relevés de commission de Florian, obtenus par voie judiciaire, montraient qu'il avait perçu 42 000 € de conseils versés par la SCI Renard Famille, le même trimestre que les transferts. 3 personnes, 3 rôles distincts. Sylvie était l'architecte, Florian l'exécutant, et mon père. Mon père avait ouvert la porte. Je suis allée à Dijon un samedi, pas à la maison. Je n'avais aucune raison d'y aller. Je me suis rendue aux locaux de Renard et Fils Construction, l'ancien bureau sur la RD 974. Leur entreprise avait été vendue des années auparavant, mais papy avait gardé le bâtiment. Il était vide, fermé à clé. Pourtant, le camion d'Alain était garé sur le gravier. Il était assis dans l'ancien bureau, celui où le nom de papy était encore gravé sur la vitre. Une bière posée sur le bureau, des vieilles photos d'équipe au mur. Des jeunes hommes en casque de chantier devant des maisons en construction, qui souriaient. Alain a levé les yeux quand je suis entrée. Il n'a pas demandé comment j'avais fait. La porte latérale ne fermait plus correctement depuis 1997. Il a dit que je n'aurais pas dû être là. Sa voix était fatiguée, pas hostile, juste vidée. Je lui ai dit que je savais pour les transferts. Il a regardé sa bouteille de bière et s'est mis à décoller l'étiquette avec son pouce. Je lui ai dit que je ne lui demandais pas de se retourner contre elle, juste de me répondre à une chose. Est-ce qu'il savait ? Un long silence. Le néon au-dessus de nous bourdonnait. Alain a fini sa bière, reposé la bouteille avec la précision d'un homme qui buvait depuis midi. Il a dit qu'il avait signé ce qu'elle lui disait de signer. Pause. Qu'il ne savait pas combien. Une demi-vérité. Je l'entendais dans la façon dont sa voix s'était brisée sur ce mot. Le ton était faux, comme quelqu'un qui n'a répété que la moitié de ses répliques. Je lui ai demandé pour papy, est-ce qu'il savait ce qui lui était arrivé ? Il m'a coupé. Un seul mot, net, comme un coup de cloueuse. Je suis restée encore 1 minute. Les photos au mur montraient un homme qui construisait des maisons aux côtés de son père. L'homme devant moi avait laissé quelqu'un d'autre les démolir. Je suis repartie vers Auxerre. Les chiffres diraient ce qu'il refusait de dire. Et là, dans ce bureau vide entouré de photos d'une entreprise que papy avait bâtie de ses mains, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas voulu voir. Cette fraude n'était pas qu'une question d'argent. C'était effacer papy, effacer tout ce qu'il avait construit et trahir tous ceux en qui il avait eu confiance. Le bureau de Nathalie avait un tableau blanc. Une fois qu'on avait terminé, il ressemblait à un documentaire sur une affaire criminelle. Des traits rouges reliant les noms aux comptes, des bleus reliant les comptes aux biens immobiliers, des verts marquant la chronologie. Voilà le plan, a dit Nathalie. Première étape, on dépose une opposition à la requête en ouverture de succession de Sylvie et on présente la fiducie irrévocable. Ça sort les 20 millions de l'héritage d'emblée. Deuxième étape, on soumet les preuves comptables forensiques pour invalider les transferts de biens. Signature falsifiée, actes notariés frauduleux, abus de procuration notariée. Troisième étape, on transmet les éléments pénaux au procureur de la République. Elle a tapé sur le dossier ADN. Et ça, elle a dit, ça ne disqualifie pas Alain sur le plan successoral. Marcel l'a élevé. Légalement, c'est son fils. Peu importe la biologie. Mais ça détruit leur crédibilité. Toute leur argumentation repose sur l'idée que c'est la vraie famille et moi, je suis juste la petite fille qui passait de temps en temps. L'ADN montre que celui qu'ils présentent comme l'héritier légitime de Marcel n'est pas son enfant biologique et que la personne à qui Marcel a choisi de faire confiance, elle est assise dans ce fauteuil. J'ai regardé le tableau blanc. Je ne veux pas détruire mon père. Alors on se concentre sur Sylvie et Florian. Le niveau d'implication d'Alain va ressortir naturellement pendant la procédure. Si sa participation était passive, le tribunal en tiendra compte. Elle a marqué une pause. Mais Camille, il faut que tu te prépares. Quand ça passe en audience, tout sort. La fraude, les transferts, l'ADN, et ton père sera assis à 3 mètres de toi. Je sais. Tu en es sûre ? La montre de Gousset battait dans ma poche. La lettre de papy parlait de vérité, pas de vengeance. J'en étais sûre. Sylvie s'est présentée à mon appartement un mercredi, sans appel, sans prévenir, juste sa berline garée sur le parking, à côté du pressing, et 3 coups secs à ma porte. Florian était côté passager, moteur allumé. J'ai ouvert. Sylvie portait du rouge à lèvres et une expression travaillée, inquiète, maternelle, le visage qu'elle réservait aux voisins et aux huissiers de justice. Elle a commencé par du miel dans la voix. « Ma chérie, tout ça a été difficile pour nous aussi. Ton père et moi pensons qu'il vaut mieux régler la succession en famille. » J'ai répondu calmement qu'Isabelle Vernet s'occupait des affaires de papy. Le visage de Sylvie a bougé. Juste une fraction de seconde, mais j'ai vu.
Elle s'est reprise presque aussitôt. 2 secondes, pas plus. Franchement impressionnant. Elle a dit qu'Isabelle avait pris sa retraite depuis des années. J'ai dit qu'elle n'avait pas pris sa retraite. Sylvie a changé d'angle, la tête légèrement penchée, la voix adoucie, le registre de la compassion. Ton grand-père ne voudrait pas que des avocats déchirent cette famille, Camille. Il a toujours dit que la famille passait avant tout. J'ai répondu que c'était lui qui avait engagé l'avocate. Le masque a glissé. En dessous, il y avait quelque chose de dur et de brillant, comme un couteau qu'on retourne sous une lampe. « Tu ne sais pas ce que tu déclenches », elle a dit. « Si, je le savais exactement. » Elle est partie. Je l'ai regardée par la fenêtre rejoindre la voiture. Florian s'est penché vers elle pour dire quelque chose. Sylvie a secoué la tête. Il a sorti son téléphone avant même qu'ils aient quitté le parking. Je suis revenue à la table de cuisine. 2 cartons de documents, 47 pages de comptabilité forensique, le rapport de l'experte en écriture, l'analyse ADN, une lettre d'un homme mort qui construisait des maisons et tenait ses promesses. 3 jours plus tard, j'ai reçu la date d'audience. 2 semaines avant, Nathalie et moi avons passé en revue les pièces une dernière fois. 47 pages de relevés bancaires, 11 documents avec des signatures falsifiées, des actes de transfert de propriété avec des notarisations frauduleuses, de faux formulaires fiscaux avec des noms de fournisseurs qui n'existaient pas, la déposition sous serment de Luc Deschamps détaillant 28 mois de transactions structurées, l'analyse graphologique du docteur Valérie Morin, la déposition de Sébastien Prat, la certification ADN avec chaîne de traçabilité ininterrompue, l'attestation de Madame Lecomte, 4 pages d'observation d'une femme qui avait regardé ma famille depuis l'autre côté de la rue pendant 31 ans, et la lettre de Marcel authentifiée par Isabelle. Nathalie m'a préparée pour la barre des témoins. « Tu ne plaides pas », elle a dit, « tu lis un bilan comptable. » Je me suis entraînée des dizaines de fois dans ma cuisine. Voix posée, réponse claire, pointer la pièce au dossier, laisser les chiffres parler. Hélène m'a appelée cette semaine-là. « Il paraît qu'il y a des rumeurs en ville », elle a dit. « Les gens posent des questions sur ta famille. 10 ans, c'est petit. 3 degrés de séparation, peut-être 4. Les nouvelles circulaient par les comités paroissiaux et les caisses de la quincaillerie bien plus vite qu'un dossier n'atteignait le tribunal. Sylvie avait engagé un avocat. Éric Garnier, local, agressif, spécialiste des contestations de succession. Il a déposé une requête en irrecevabilité, arguant que la fiducie irrévocable avait été créée sous mon influence abusive sur Marcel pendant ces dernières années. J'ai lu la requête à ma table de cuisine. Influence abusive de la petite fille qui changeait ses draps, réchauffait sa soupe et remplissait ses formulaires fiscaux pendant que la femme de son fils falsifiait sa signature sur des virements bancaires. Nathalie a dit qu'il se noyait. La fiducie avait été créée 15 ans plus tôt, quand Marcel pouvait encore tenir un marteau. Une attestation médicale confirmait sa pleine capacité à chaque mise à jour. Alors qu'il se noyait, j'ai répondu. Madame Lecomte m'a appelé un dimanche après la messe. Elle a dit que Sylvie racontait partout que je contestais les volontés de mon grand-père, que j'essayais de lui voler la maison sous les pieds. J'ai commencé à expliquer. « Je sais bien que c'est faux », elle a coupé. « J'ai vu ta voiture devant cette maison chaque jour pendant 3 ans. Hiver, été, cette tempête de verglas affreuse en février. Sylvie, je ne l'ai vue que 2 fois. Les 2 fois, elle est arrivée avec des cartons et repartie sans. Et une fois, j'ai aperçu ton cousin Florian qui arpentait le terrain avec un mètre ruban le long de la clôture. Madame Lecomte avait 74 ans, 30 ans de secrétariat scolaire. Le genre de femme qui remarquait quand un enfant portait la même chemise 2 jours de suite ou quand un parent signait le mauvais nom sur une autorisation. Elle ne ratait rien. « Je voudrais témoigner si ça peut aider », elle a dit. « Je suis peut-être vieille, mais mes yeux fonctionnent très bien et ma mémoire vaut celle de n'importe qui. » Nathalie l'a ajouté à la liste des témoins. Témoin de caractère sur la façon dont j'avais pris soin de Marcel. Témoin des allées et venues de Sylvie et Florian dans la maison. 2 jours plus tard, Florian m'a appelé. Première fois qu'on se parlait depuis l'enterrement. Sa voix avait ce faux calme qu'il adopte quand il pense avoir le dessus. « Cousine, t'es vraiment sûre de vouloir aller jusqu'au bout ?» il a dit. « Pense à oncle Alain. Pense à ce qui pourrait sortir. Voilà, la menace. » Il croyait que je ne savais pas pour l'ADN. Il pensait que c'était son levier, que la peur de voir le secret d'Alain exposé me ferait piller. J'ai dit simplement que j'y avais réfléchi, et j'ai raccroché. Florian venait de jouer sa dernière carte sans savoir que j'avais tout le jeu dans les mains. La veille de l'audience préliminaire, Alain m'a appelé. Sa voix était rauque, le genre de raucité qui vient du whisky, ou des larmes, ou des deux à la fois. « Il ne peut pas l'arrêter », il a dit.
Je le savais. Si ça allait au tribunal, tout sortirait. Tout. Je le savais aussi. Un long silence. Je l'entendais respirer. Quelque part derrière lui, une porte s'est fermée. Sylvie, probablement, qui traversait la maison qui n'était pas la sienne. Il a demandé si grand-père savait, si Marcel savait, pour lui. J'avais préparé beaucoup de choses. Les témoignages financiers avec Nathalie, les pièces à présenter. Mais pas ça. Pas mon père qui m'appelait à 23h30 pour me demander si l'homme qu'il avait élevé savait qu'il n'était pas son fils. Il savait, j'ai dit, et il t'a choisi quand même. Le silence s'est étiré. J'ai entendu Alain poser quelque chose. Un verre, peut-être. Il a dit qu'il ne méritait pas ça. Peut-être pas, j'ai répondu. Mais c'est ce qu'il t'a donné quand même. C'était lui. Il a raccroché sans rien promettre, sans s'engager à témoigner ni à retenir Sylvie. Juste le clic d'une ligne qui coupe, et en arrière-fond, le bruit sourd d'un moteur de camion qui démarre. Ce qui voulait dire qu'il était à l'ancien bureau, à boire seul, dans un bâtiment avec le nom de son père sur la vitre. Je me suis assise sur mon lit, dans l'appartement 3B. La montre de Gousset sur ma table de nuit faisait tic-tac dans le noir. Je n'ai pas dormi. J'ai repassé les chiffres une fois de plus. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que les chiffres, eux, ne mentaient pas. Les gens, ces derniers temps, si. La conférence préparatoire était à 9h du matin. Peu importe ce qu'Alain déciderait, moi, j'y serais. Tribunal judiciaire de Dijon, salle d'audience 2. Juge Françoise Aubert à la présidence. La cinquantaine, aucune tolérance pour le superflu, le genre de magistrate qui lit chaque pièce avant même que l'audience commence. Éric Garnier a ouvert pour Sylvie. Il s'est installé au pupitre, manches retroussées, voix dosée pour inspirer la compassion. Il a dit que la fiducie irrévocable avait été constituée pendant une période de vulnérabilité de Marcel Renard, que sa petite-fille, Camille Renard, était sa seule aidante et avait eu un accès illimité à un homme souffrant d'une maladie de Parkinson progressive, que l'acte ne reflétait pas la volonté réelle de Marcel, mais une influence indue. Nathalie s'est levée. Pas de mise en scène. Elle a dit que la fiducie avait été établie 15 ans plus tôt, quand Marcel avait 70 ans, toute sa tête, et dirigeait encore Renard et Fils Construction. Qu'elle avait été signée devant 3 témoins indépendants et notariés. Mise à jour une seule fois, 2 ans avant sa mort, pendant une fenêtre de capacité documentée, confirmée par son médecin traitant. Elle a levé le classeur de pièces. Nous sommes prêts à présenter l'acte original ainsi que les preuves d'irrégularité financière importantes dans la gestion de la succession par la requérante. La juge Aubert a regardé Garnier. Elle voulait l'acte original à l'audience sur le fond. Et elle ordonnait aux deux parties de fournir un état comptable complet de tous les actifs successoraux auxquels elles avaient eu accès, transférés ou gérés au cours des 3 dernières années. Garnier a hésité. Derrière lui, Sylvie s'est penchée en avant et lui a murmuré quelque chose avec insistance. Il a dit que la requérante préférait limiter la communication de pièces à comptabilité complète, maître. Les deux parties. L'audience sur le fond est fixée au 14 octobre. Le visage de Sylvie quand la juge a ordonné la comptabilité mutuelle, c'était la première fissure que j'avais vue. Petite, un resserrement autour des yeux, la mâchoire qui se durcit d'un demi-degré. Je l'ai reconnue tout de suite. C'était le visage d'une femme dont le système venait d'être audité. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai appris par les pièces de procédure et les dépositions. Florian a appelé Sylvie le soir même de la conférence préparatoire. Il lui a dit qu'ils allaient éplucher les actes de propriété, que son nom figurait dans la chaîne des signatures chez l'huissier, que celui de Sébastien aussi, que ça n'était plus seulement un litige civil. « Tiens bon », elle a répondu. On dira que Marcel avait tout autorisé verbalement. Une autorisation verbale d'un homme atteint de la maladie de Parkinson qui n'arrivait plus à tenir un stylo. Ça n'allait tenir nulle part. Sébastien Prat, lui, n'a pas appelé Florian. Il a appelé un avocat pénaliste. Et son avocat a contacté Nathalie moins de 48 heures plus tard pour proposer ce qu'on appelle une coopération. Sébastien était prêt à fournir une déclaration sous serment, confirmant que Florian lui avait demandé d'authentifier les transferts de propriété sans que Marcel soit présent. En échange, il voulait que le procureur de la République tienne compte de sa coopération au moment de décider des charges. « Il retourne sa veste », m'a dit Nathalie. L'huissier de Florian va témoigner que les signatures étaient falsifiées. Florian a pris la route de Dijon. Ce qui s'est passé dans la cuisine, je le reconstitue d'après ce qu'Alain m'a raconté plus tard. Florian qui fait les 100 pas. Sylvie appuyée au comptoir,
Alain, assis à table, silencieux. « Tu m'avais dit que c'était simple », a lâché Florian. « Rapide et sans dégâts. » Sylvie a répondu qu'il n'y avait pas eu de dégâts, que c'était la famille, que cet argent leur était destiné de toute façon. « Camille aussi, c'est la famille », a dit Florian. Sylvie a attrapé sa tasse de café. « Camille, c'est une comptable avec une rancune. » Et Alain, depuis la table, tout doucement, « C'est notre fille. » Sylvie n'a pas répondu. Elle a avalé une gorgée de café et a enchaîné sur la date de l'audience, comme si le mot « fille » était quelque chose qu'on pouvait simplement rayer dans l'agenda. Le bureau de Nathalie, une semaine avant l'audience. On a tout repassé ensemble, pièce par pièce. L'acte de fiducie, 15 ans d'existence, béton armé, avec certification médicale de compétences à chaque mise à jour. L'attestation de Luc Deschamps, 47 pages retraçant 420 000 € depuis les comptes de Marcel vers ceux de Sylvie. 11 documents d'autorisation falsifiés avec l'analyse graphologique du docteur Valérie Morin concluant que les signatures ne correspondaient pas à l'écriture habituelle de Marcel. Les actes de transfert de propriété, 2 parcelles valant 420 000 € passés au nom de Sylvie avec une notarisation contrefaite. La déclaration sous serment de Sébastien Prat confirmant qu'il avait instrumenté les transferts sans que Marcel soit présent. Les relevés de commission de Florian, 42 000 € versés par la SCI Renard Famille. Les résultats ADN avec chaîne de custodie certifiée. L'attestation de Madame Lecomte. Et la lettre de Marcel, authentifiée par Isabelle, qui témoignerait en personne. Nathalie a refermé le classeur. Elle a dit que ce n'était plus vraiment une affaire judiciaire, que c'était un audit avec un marteau. Isabelle témoignerait sur la fiducie et les instructions de Marcel. Luc Deschamps présenterait l'analyse financière. Le docteur Morin était disponible par déposition vidéo. Madame Lecomte avait sorti sa robe du dimanche et m'avait dit qu'elle serait au premier rang. J'ai glissé la main dans ma veste et touché la montre de Gousset. Elle était tiède, chauffée par mon corps, exactement comme elle l'était autrefois dans la poche de grand-père. On y va, j'ai dit. L'audience était un mardi d'octobre. Les érables le long de la route départementale 974 viraient au rouge. Ce rouge profond et honnête qui n'arrive que quand les nuits deviennent assez froides pour dépouiller un arbre de tout ce dont il n'a plus besoin. Le tribunal judiciaire de Dijon, salle d'audience 2, lambris en bois, néon et un drapeau français qui aurait eu besoin d'un coup de fer. Le genre de salle où les litiges de propriété et les batailles de garde se succèdent chaque mardi pendant que le reste de Dijon part travailler. À gauche, Nathalie Bourgeois à la table de la défense, moi à côté d'elle. Le coffre en cèdre posé devant nous, pièce 1. Isabelle Vernet derrière nous, cheveux argentés, lunettes dorées, mains croisées sur les genoux. Luc Deschamps à ses côtés avec 2 exemplaires de son rapport. À droite, Éric Garnier, bloc jaune, stylo qui cliquetait en continu. Sylvie près de lui en bleu marine, dos droit, les mêmes perles que le jour de l'enterrement. Comme si la réputation pouvait se porter au cou. Alain, au bout de la table, visage gris. Il regardait le bois devant lui et ne leva pas les yeux une seule fois. Florian s'était installé au premier rang, côté sortie. Son pied ne s'arrêtait pas. Madame Lecomte était au 2e rang, robe du dimanche, lunettes à double foyer, assise droite, comme un piquet. Une journaliste du bien public avait un carnet ouvert sur les genoux. 4 personnes que j'avais vues aux funérailles de grand-père étaient éparpillées au fond. Ce n'était pas une salle pleine, c'était intime. Et c'est justement ça qui rendait les choses plus difficiles pour ceux qui avaient quelque chose à cacher. La juge Aubert entra, on se leva. Elle s'assit, on s'assit. Elle annonça l'affaire, audience sur les preuves concernant la succession de Marcel Renard. Partie requérante, Sylvie Renard. Partie défenderesse, Camille A. Renard, représentée par son conseil. Nathalie se leva. Elle demanda à commencer par l'acte de fiducie. Garnier fut debout aussitôt. La validité de cette soi-disant fiducie est précisément ce que nous contestons, dit-il. La juge Aubert le regarda par-dessus ses lunettes. Elle entendrait l'acte d'abord, la contestation ensuite. Elle invita Nathalie à continuer. Nathalie appela Isabelle Vernet à la barre. Isabelle témoigna pendant 40 minutes. Elle décrivit la création de la fiducie 15 ans plus tôt, à la demande de Marcel, alimentée par le produit de la vente de Renard et Fils Construction et des décennies de placements réfléchis. Irrévocable. Camille A. Renard désignée comme seule bénéficiaire. Marcel avait 70 ans au moment de la signature. Une lettre médicale attestant de sa pleine capacité cognitive et juridique était jointe au document original.
3 témoins indépendants avaient apposé leur signature sur l'acte constitutif de la fiducie. Le collaborateur juridique d'Isabelle, un directeur d'agence bancaire et l'expert comptable de longue date de Marcel. Éric Garnier se leva pour le contre-interrogatoire. Il demanda à Isabelle si elle n'avait pas un intérêt financier personnel dans l'issue de cette affaire. Sa réponse fut nette, presque froide. Elle était administratrice fiduciaire. Sa rémunération était fixée par l'acte lui-même, à un taux approuvé par la bénéficiaire et par le tribunal. Elle avait un intérêt fiduciaire, précisa-t-elle, pas un intérêt financier. Garnier se rassit sans un mot. Nathalie appela ensuite Luc Deschamps. Le projecteur s'alluma. Les tableaux de Luc envahirent l'écran. Colonnes de dates, de montants, de numéros de compte, de noms de prestataires. Il guida la salle à travers 28 mois de transactions. 342 000 € virés depuis les comptes personnels de Marcel vers 3 comptes contrôlés par Sylvie. 78 000 € transitant par la SCI Renard Famille. Des noms de prestataires fictifs sans aucune existence légale. Des formulaires fiscaux générés sur un ordinateur personnel, les métadonnées pointant vers l'adresse e-mail de Sylvie. 17 opérations libellées mutuelles complémentaires santé que personne n'avait jamais souscrites. Puis vinrent les transferts immobiliers. La déposition vidéo du docteur Valérie Morin s'afficha sur l'écran de la salle d'audience. Sa conclusion était clinique, sans appel. Les signatures contestées ne correspondent pas aux spécimens de référence connus. Les tremblements caractéristiques présents dans les documents authentifiés de la même période sont totalement absents des pièces litigieuses. Ces signatures n'ont pas été produites par Marcel Renard. La déclaration sous serment de Sébastien Prat fut lue à voix haute par Nathalie. Il avait été sollicité pour authentifier les documents. Marcel n'était pas présent. On lui avait dit qu'il avait signé chez lui, plus tôt. Il n'avait pas vérifié. Le visage de Florian se vida d'un coup. Il chuchota quelque chose à Garnier, qu'il ignora. Sylvie était figée, mâchoire serrée, mains croisées si fort que ses phalanges avaient blanchi. La juge Françoise Aubert retira ses lunettes de lecture et regarda Garnier droit dans les yeux. Elle voulait savoir si sa cliente souhaitait répondre aux anomalies comptables. Garnier redressa sa cravate et commença à parler d'un délai supplémentaire pour examiner les preuves. La juge Aubert l'arrêta net. 30 jours, maître, vous les avez eus. Nathalie se leva une nouvelle fois. Elle dit qu'il y avait un élément supplémentaire, directement lié à la qualité pour agir du requérant. Elle expliqua que la demande reposait en partie sur l'affirmation qu'Alain Renard, en tant que seul fils de Marcel, était l'héritier principal de droit et que Camille Renard, en tant que petite fille, avait une prétention subordonnée. Elle tendit un dossier au greffier. Il s'agissait d'une analyse ADN certifiée, réalisée 18 mois avant le décès de Marcel, à sa propre demande, par l'intermédiaire de son médecin personnel. La chaîne de conservation des preuves était documentée. Nathalie lut le résumé à voix haute. L'analyse concluait, avec une certitude de 99,98%, qu'Alain Renard n'était pas l'enfant biologique de Marcel Renard. La salle bougea. Madame Lecomte porta la main à sa bouche. Le stylo du journaliste s'immobilisa. Dans le public, l'un des vieux charpentiers de l'équipe de Papy hocha lentement la tête. Comme on le fait quand quelque chose qu'on avait pressenti se révèle enfin vrai. Alain n'explosa pas. Il ne se leva pas. Il ne nia rien. Il s'affaissa dans son fauteuil, comme une structure qui cède sous son propre poids. Ses mains s'aplatirent sur la table. Son visage avait la couleur du vieux ciment. Et puis, il dit quelque chose, presque pour lui-même, si bas que la greffière se pencha en avant pour ne pas rater un mot. Il savait, il a toujours su, et il m'a quand même gardé. Pendant 1 seconde, la salle fut totalement silencieuse. Je regardais mon père. Et je vis quelque chose que je n'attendais pas. Pas l'homme qui signait des documents sans les lire. Pas l'homme debout derrière la porte moustiquaire pendant que je chargeais mes cartons dans la voiture. Je vis le garçon que Marcel avait choisi d'élever. Celui qui avait passé toute sa vie à essayer de mériter une place qu'il avait déjà. Puis Sylvie lui attrapa le bras. Pas un mot de plus. Et l'instant se brisa. Garnier se ressaisit aussitôt. Il argua que la preuve ADN était sans pertinence pour les droits successoraux. Qu'en vertu du droit français, un enfant élevé par un parent dispose du même statut juridique, indépendamment de tout lien biologique. Nathalie hocha la tête. Elle dit qu'ils étaient d'accord avec le Conseil, qu'ils ne contestaient pas la qualité à agir d'Alain Renard. Ce qu'ils démontraient, c'est que la caractérisation de cette famille par la partie adverse,
celle qui voulait qu'Alain et Sylvie soient les seuls héritiers légitimes de Marcel Renard et que Camille Renard soit une étrangère ayant manipulé un vieillard malade, était fondamentalement mensongère. Marcel Renard connaissait la vérité sur la paternité d'Alain. Il avait choisi de l'élever quand même. Il avait aussi choisi, pendant 15 ans et en pleine capacité juridique, de confier son héritage à la seule personne qui avait prouvé qu'elle le méritait. Pas par le sang, par ses actes. Nathalie se tourna vers Sylvie. La partie adverse n'avait pas pris soin de Marcel Renard. Elle ne lui avait pas rendu visite, elle ne l'avait pas nourri, ne lui avait pas fait la lecture, n'avait pas géré ses comptes. Ce qu'elle avait fait, c'était falsifier sa signature, créer des fournisseurs fictifs, structurer des transactions financières pour éviter les déclarations Tracfin et déposer une requête en ouverture de succession frauduleuse sous serment. Sylvie ne tint pas. Elle était debout avant que Garnier pût l'arrêter. Elle cria que c'était ridicule, que cette fille s'était installée chez lui pour le retourner contre son propre fils, qu'elle n'était qu'une comptable et qu'elle ne méritait pas. La juge Françoise Aubert dit à Madame Renard de s'asseoir. Sylvie ne s'assit pas. Sa voix monta encore. Elle dit que j'avais empoisonné Marcel contre eux, que j'avais profité d'un vieillard qui ne savait plus ce qu'il faisait. Je pris la parole, sans élever la voix. Le même ton que j'emploie quand je présente des résultats d'audit à un client qui sait déjà que les chiffres sont mauvais. Je lui dis que Marcel n'avait pas eu pitié de moi, qu'il avait eu pitié d'elle. Sylvie s'arrêta net. Sa bouche s'ouvrit. Rien n'en sortit. La salle était silencieuse, à part le grattement du stylo du greffier et le battement sourd de la montre contre mes côtes. La juge Aubert répéta d'une voix plus basse que Madame Renard devait s'asseoir et qu'elle ne le redemanderait pas. Sylvie s'assit, ses mains tremblaient. Pas comme celle d'Alain, pas de chagrin ni de honte, de rage. Celle qui surgit quand l'histoire qu'on s'est racontée pendant 30 ans vous est relue par quelqu'un qui a vérifié les reçus. Puis la juge Aubert rendit sa décision. La fiducie irrévocable était valide, établie pendant une période de lucidité documentée, correctement attestée, juridiquement contraignante. Les transferts de propriété étaient nuls. Signature falsifiée, authentification frauduleuse, manquement fiduciaire. Elle ordonnait la restitution intégrale de toutes les sommes détournées. Elle transmettait les éléments pénaux au parquet du tribunal judiciaire de Dijon pour instruction. Garnier ne fit pas appel. Sylvie resta immobile pendant toute la lecture. Florian, lui, était déjà parti. Il avait disparu pendant les témoignages sur l'analyse génétique et n'était pas revenu. Le couloir sentait le parquet ciré et les vieux radiateurs. Je marchais vers la sortie, le coffre en cèdre sous le bras, quand j'entendis des pas derrière moi. C'était Camille. Je m'arrêtai. Alain se tenait à moins d'1 mètre. Sa cravate était défaite. Ses yeux étaient rouges. Il dit qu'il avait signé ce qu'elle lui demandait de signer. Sa voix se brisa sur le mot signé. Chaque document, chaque formulaire, sans demander ce que c'était. Je lui demandai pourquoi. Elle lui aurait tout dit, me répondit-il. Sur lui, sur ce qu'il était vraiment. Je regardai mon père et je dis que grand-père le savait, qu'il avait toujours su, et qu'il ne l'avait jamais appelé autrement que son fils. Alain s'effondra. Là, dans ce couloir de tribunal sous les néons, devant une fontaine à eau et un panneau d'affichage pour le service de jury, mon père pleura pour la première fois depuis que j'étais enfant. Je ne le pris pas dans mes bras, je ne lui pardonnais pas. Mais je ne suis pas partie non plus. Je suis restée là, à tenir le coffre que grand-père avait fabriqué, jusqu'à ce qu'il ait fini. C'était la dernière fois que nous étions dans la même pièce pendant longtemps. Le parquet a travaillé vite. Sylvie a été mise en examen pour exploitation financière d'une personne vulnérable au titre de l'article 223-15-2 du Code pénal, faux en écriture et escroquerie. Elle a accepté un accord. 18 mois de sursis, 3 ans de mise à l'épreuve et la restitution intégrale de 420 000 €. Pas de prison, mais un casier judiciaire qui la suivrait partout pour le reste de sa vie. Florian a été mis en examen pour faux et complicité. Son accord lui a valu 12 mois de sursis et la perte définitive de sa carte professionnelle d'agent immobilier. Sa femme a déposé une demande de divorce avant même l'audience de condamnation. Sébastien Prat a perdu sa commission d'assermentation et s'est vu interdire toute réhabilitation pendant 10 ans. Alain, lui, a coopéré avec l'enquête. Il n'a pas été mis en examen. Le procureur de la République a estimé que son rôle était passif. Il avait signé des documents sous pression et sa coopération avait permis de construire le dossier contre Sylvie.
Il a quitté la maison de grand-père et s'est installé dans un studio à l'ouest de Dijon. Il a demandé le divorce. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il travaillait à l'entretien d'un garde-meuble près de l'autoroute 31. La maison est revenue à la fiducie, les 2 parcelles de terrain aussi. Je ne m'y suis pas installée. J'ai gardé mon appartement à Auxerre, 60 mètres carrés au-dessus du pressing, l'endroit qui était à moi avant que tout ça commence. Il m'appartenait vraiment. Ça comptait. 6 mois après l'audience, j'ai utilisé une partie de la fiducie pour créer la fondation communautaire Marcel Renard. La mission était simple. Des bourses pour les élèves de lycées professionnels dans la vallée de la Saône. Charpenterie, électricité, plomberie. Le travail en lequel grand-père croyait. La première promotion comptait 8 élèves. Le bureau de la fondation, c'est l'ancien atelier de grand-père dans le bâtiment de Renard et Fils Construction, sur la route départementale 974. Je l'ai fait rénover. Nouvelle électricité, nouvelle plomberie, de la peinture fraîche sur 3 murs. Le 4e, je l'ai laissé tel quel. Lambris d'origine, éraflé, taché, avec encore ce fantôme de sciure dans les veines du bois. Certaines choses ne se repeignent pas. Alain et moi ne nous parlons plus. Ce n'est pas du pardon, ce n'est pas non plus une punition, c'est juste la distance. Certaines portes se ferment doucement. Sylvie et moi, nous avons une ordonnance de protection. Certaines portes ont besoin d'un verrou. Madame Lecomte est venue à l'inauguration de la fondation. Elle a apporté une tarte aux abricots et porté la même robe qu'à l'audience. Elle s'est arrêtée au milieu de l'atelier, a regardé les 8 élèves assis sur leurs chaises pliantes, et elle a dit que Marcel serait fier. J'ai répondu que lui, il dirait plutôt que j'ai explosé le budget. Elle a ri, moi aussi. C'était la première fois depuis longtemps que je riais dans cette pièce sans que ça me serre la gorge. Il y a maintenant une montre de gousset sur mon bureau. Argent sterling, poli par des années de poche. Elle est posée là, à côté du coffre en cèdre, sur l'étagère derrière moi. L'atelier sent la peinture fraîche et le vieux bois. Je ne changerai rien à cette odeur. Grand-père l'avait écrit dans sa lettre. Je le redis une dernière fois, parce que ça mérite d'être dit à voix haute. Le sang ne fait pas la famille. Ce que tu fais quand personne ne regarde, c'est ça qui te définit. Je n'ai pas hérité de 20 millions d'euros. J'ai hérité d'une exigence. C'est mon histoire. Un coffre en bois, un expert comptable têtu et un grand-père qui construisait des choses qui lui survivaient. Si quelqu'un que vous aimez a signé une procuration notariée sans que vous sachiez vraiment entre quelles mains elle se trouve, c'est le moment de vérifier. Pas demain, cette semaine. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve bientôt.